ma grand-mère est née à Sousse, ma mère est née à Tanger, et un de mes frères est né à Dakar. Voilà. Et dans mon activité professionnelle, j'ai travaillé dans un grand nombre de pays de l'Afrique francophone, Tunisie, Algérie, Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, Togo, enfin je ne vais pas les citer tous. Il ne me manque plus que le Mali. Voilà, ok. D'accord. Et donc, effectivement, j'ai deux métiers. Un métier de conseil en changement, accompagnement stratégique, et depuis peu, un métier d'éditeur de logiciels dans le cloud, évidemment. Alors, ma présentation donc, va s'appeler, donc, si vous voulez, accélérer la transformation numérique de l'Afrique. Deux, trois idées fortes avant de démarrer. S'il y a une seule idée à mémoriser de mon intervention, tout est possible aujourd'hui en Afrique pour passer au numérique. Mon objectif, c'est donc de vous transmettre un message fort d'optimisme, d'action. Et pour en prendre un mot du thème général de l'événement, accélérer. C'est vers ça que je veux aller. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous le verrez, l'offre est en avance sur la demande, tant mieux, et tout reste à faire. Je terminerai mon intervention en posant des questions. Je propose 8 questions qui devraient, à mon avis, être celles que se posent les DSI pour 2022. En ayant réglé un certain nombre de questions, il en reste beaucoup d'autres. Tout n'est pas simple. Vous avez un métier très important. Et permettez-moi de ne pas être tout à fait d'accord avec l'exposé de ce matin qui disait qu'on n'avait plus besoin de DSI. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. On a de plus en plus besoin de DSI, quel que soit le nom qu'on donne au métier. Voilà. Alors appelons ça DSIN, appelons ça ce qu'on voudra. Je parle beaucoup maintenant de directeur des services d'information, mais on en a besoin. Voilà. OK. Et mon objectif, c'est que lundi prochain, lundi 25 octobre 2021, à 8h30, vous preniez vos premières décisions. Ça vous va? On y va. OK. Donc, le plan de mon exposé, si vous voulez, 3 parties. Où est-ce qu'est l'offre de solutions en 2021? OK. Ensuite, quelles sont un petit peu la place du numérique dans vos entreprises, dans vos organisations privées, publiques, bien sûr. Et puis les 8 questions dont je viens de vous parler. Je vais aller assez rapidement sur les premiers points, mais l'idée, encore une fois, c'est de faire un petit tour d'horizon, hein, voilà, pendant les 3 heures qui viennent, qui m'ont été données. Rassurez-vous, ce sera un peu moins. OK. Bon. Alors, le message clé, je l'ai résumé sur une slide. Vous prenez le mot impossible, vous effacez un, il reste possible. Tout est possible aujourd'hui, dans le numérique. C'est une très bonne nouvelle. Alors, où est-ce qu'on en est en 2021? L'offre de solutions. Là aussi, je vais aller directement au cœur des réponses pour ne pas perdre de temps sur la réalité des offres mondiales. Et un premier point, l'offre est la même à Tunis, à Paris, à Madrid, à San Francisco, à Dakar ou à Singapour. Ce sont des offres mondiales. Alors, dans le cloud est devenu maintenant quelque chose d'incontournable, le vrai cloud, ce qu'on appelle le cloud public. Quelques dates quand même pour faire un peu d'histoire. Le software as a service, SaaS, est né en 2000. Le premier acteur dans ce domaine s'appelle Salesforce, qui est encore le leader mondial du cloud. Donc Salesforce, ça fait 21 ans que c'est là. Donc basculer dans le cloud en 2021, c'est tout sauf de l'innovation. C'est rattraper son retard. Voilà. Le IaaS, l'infrastructure as a service, le leader mondial, c'est toujours le même, Amazon. AWS est né en 2007. Et le troisième grille qu'on appelle PaaS, plateforme as a service, j'ai mis Google vers 2009. Voilà. Et ma mise en œuvre dans le cloud, j'ai créé ma première société dans le cloud qui s'appelle Revevol. En 2006, vous voyez qu'on était en plein dedans. Revevol veut dire révolution, évolution. Donc je pense que le message est clair, c'est ce qu'on veut faire. Voilà. La société Revevol existe toujours, on l'a revendue, on en a créé une nouvelle. Voilà. Bon. Alors, les jeux sont faits. Vous savez que le Gartner, que beaucoup de DSI connaissent, publie ce qu'on appelle les cadrans magiques, Magic Quadrant. Voilà le cadran magique récent, au mois de juillet 2021. Les choses sont parfaitement claires. Il n'y a plus personne en fournisseur d'infrastructures cloud sérieuses. Vous avez dans le parti haut les 3 leaders dont je vais parler, Amazon, Microsoft et Google. Ensuite, on va arriver 2 Chinois, Alibaba et Tencent, et 2 PME de l'informatique de l'ancien monde. Vous vous en souvenez peut-être, c'est donc IBM et Oracle, ça vous rappelle quelque chose? Vous savez, dans l'ancien monde, ils sont dans les niche players. Petits.
En général, dans les cadrans magiques, le niche, c'est le nouveau. Et là, on voit apparaître ils descendent dans le niche. Voilà, donc les jeux sont faits. Il y a les Américains et les Chinois, ou les Chinois et les Américains. Bon. Les résultats de AWS, je vais beaucoup de chiffres, beaucoup de tableaux, beaucoup de graphiques. Vous aurez une copie de toutes mes slides que je vais transmettre directement ce soir à l'organisation pour que vous en ayez une copie. Donc vous n'êtes pas obligé de tout noter. Okay. Donc AWS, je vous rappelle, est né en 2007. Voilà les chiffres, c'est quand même assez. Par trimestre, par quarter. Vous voyez, donc sur l'année 2020, ils ont fait 48 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Partant de zéro, c'est pas mal, 48 milliards. Okay, et la courbe qui est en dessous, ce sont les bénéfices. En plus, ils font ça, ils gagnent beaucoup d'argent. Vous voyez que sur 2021, ils ont gagné à peu près 3 milliards de dollars sur un trimestre. Donc c'est quand même un métier qui fonctionne. Okay. Bon. Alors, quand on parle cloud, au départ, ça a commencé sur des choses très simples qu'on appelait ECS, EC2, c'est-à-dire le serveur et le stockage. Et il y a encore des personnes qui sont restées sur ce modèle. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand vous travaillez sur AWS, vous avez des services, infrastructures à service. Voilà simplement la liste des services. Inutile pour moi de vous les détailler. Ce qu'il faut que vous compreniez dans vos métiers, c'est que l'offre est pléthorique. Maîtriser les services d'AWS, c'est un travail à temps plein pour vos équipes. C'est très, très complexe. Ça change tout le temps. Donc l'offre est d'une qualité ahurissante. Et plus personne ne peut les concurrencer à part les grands leaders. Voilà. OK. Donc, chez Google, c'est pareil. GCP, c'est Google Cloud Platform. Vous avez la même chose. J'ai un de mes amis qui a monté une société de services en France sur le cloud Amazon et Google. Au début, il avait 2 équipes de développement mélangées. Maintenant, il a créé 2 équipes indépendantes. Une personne qui est compétente en AWS ne peut pas être compétente en GCP ou vice-versa. C'est bien. Si vous n'avez pas compris, il y a le retour. OK, bon. On peut éviter ce genre de situation? D'accord, OK, bon. Alors, l'Europe, j'habite en Espagne, je travaille en France, enfin je suis un Européen, ok. Ça fait des années qu'on lance un sujet qui s'appelle le cloud souverain. C'est très à la mode, l'Europe, blablabla. Les chiffres, voilà. L'Europe est laminée. La structure en Europe est passée de 28% à 16%. Donc, la part du marché des Européens a été divisée par 8. Ça veut dire quoi? Chers pays africains, ne faites pas les mêmes bêtises que l'Europe. Ce n'est pas la peine d'essayer de concurrencer AWS, GCP ou Azure. C'est fini le combat, c'est pas là le combat. Si vous essayez de faire ça, vous allez vous battre sur un combat qui n'a aucun sens, aucune probabilité de succès. C'est pas 0,1%, c'est 0%. Passez à autre chose. Appuyez-vous sur ces grands acteurs pour aller plus loin. C'est ça qu'il faut faire tout de suite. Et je rencontre encore beaucoup de pays qui disent on veut créer notre petit cloud souverain. Ça ne fonctionnera pas. Voilà. Permettez-moi d'être un peu direct. Voilà. Bon. Alors, un exemple, et c'est intéressant de montrer la valeur quand même de ces solutions. Santé, Covid. Tout le monde a entendu parler de Moderna, le fournisseur de vaccins. Moderna utilise AWS pour faire ses calculs de vaccins. Voilà les chiffres. Ce que dit Moderna. Nous avons fait en 42 jours ce qu'on aurait fait autrement en 20 mois. Ça veut dire quoi, 20 mois? Ça veut dire novembre 2021. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu AWS, on n'aurait pas de vaccin aujourd'hui. Combien de millions de morts en plus? Merci AWS. 42 jours au lieu de 20 mois, vous vous rendez compte du potentiel? Et c'est un exemple, et les autres ont fait pareil, mais je préfère vous donner des vrais chiffres. Voilà. Et donc, ces puissances de calcul sauvent l'humanité. Voilà un bel exemple quand même. Ça fait plaisir. Merci AWS et merci Moderna. Bon, ok.
Donc voilà, dans les infrastructures, les jeux sont faits, AWS, Google, Microsoft, si vous préférez les Chinois, Alibaba, Tencent, oui, avec ça vous avez fait le tour. Le reste, c'est du folklore. Terminé. Bon. C'est très différent dans le monde du logiciel, ce qu'on appelle SaaS, Software as a Service. Et là, le panorama est totalement différent. L'offre est pléthorique. J'ai renoncé à compter le nombre de solutions. On estime qu'il y en a au moins 50 000. Peut-être plus, c'est 40 000, 50, 60, j'en sais rien. Beaucoup. Il y a des milliers d'offres, ce qui veut dire que pour vous, les offres, elles sont là aussi. Comme elles sont dans le cloud, elles sont disponibles partout dans le monde. Il suffit d'avoir un navigateur sur un objet, un PC, un smartphone, une tablette, peu importe, et ça fonctionne. Alors, quelques exemples pour être concrets. Dans le monde de l'industrie 4.0, on en parlait ce matin. Voilà une petite liste des logiciels SaaS, industrie 4.0. Je n'en connais pas 10%, et pourtant je suis un pro. L'offre, elle est là dans tous les domaines. Vous voyez, predictive maintenance, middleware, robotics, l'offre est là. Donc, génial. Deuxième exemple, c'est encore plus parlant dans ce qu'on appelle MarTech, c'est-à-dire marketing, commerce et autres. Voilà le tableau de 2017. Il y a déjà du monde. OK ? Le même tableau en 2020. OK ? 5000. Alors, les méthodes classiques, analyse de l'offre. Face à 5000 produits, comment on fait? On ne fait pas. Hein? Parce que le temps de l'analyser, il y en a 250 nouveaux qui sont arrivés, c'est foutu, il faut repartir. Donc ce que je veux simplement vous donner par ces tableaux, c'est une illustration réelle, concrète, opérationnelle de l'offre. L'offre, elle est là, problème réglé. Voilà, ok, bon. Et enfin, la troisième brique, on appelle plateforme as a service, c'est-à-dire le développement. Oui, on a besoin de faire du développement. Ben là, on fait des choses complètement nouvelles qu'on appelle serverless computing. Je vais évoquer le sujet. Et pareil, si on doit développer des applications, c'est dans le cloud ou dans le cloud. C'est quoi serverless? L'expression n'est pas bonne, mais bon, c'est une expression du marché. Ça ne veut pas dire sans serveur, ça veut dire que le développeur ne s'occupe pas de l'infrastructure. Ou en langage plus simple, vous avez des infrastructures, on a toujours les mêmes, Amazon, Google, Azure. Okay. Le développeur, il fait du code, en Java, en Python, en C, en Go, peu importe. Et la plateforme serverless va calculer automatiquement le meilleur serveur qu'il faut pour tourner le programme. Ça s'appelle Lambda chez Amazon, ça s'appelle Google Function ou Azure Function chez les autres. Et vous voyez bien, donc le développeur s'occupe du code et du code. Rien d'autre. Il n'a pas besoin d'avoir des compétences en infrastructure. Ça c'est tout récent. J'aurais pas pu parler comme ça il y a 5 ans. Okay. Donc, résumons. Le cloud, ça s'est développé entre 2007 et 2017. Les jeux sont faits, le problème ne se pose plus, voilà. Et ce que j'ai bien aimé dans l'enquête qui a été publiée ce matin, c'est que un des rares sujets d'innovation qui était présent dans l'enquête, c'était l'intelligence artificielle. Et effectivement, de mon point de vue, le nouveau combat que vous devez prendre en main, c'est l'intelligence artificielle. Ce sera entre 2018 et 2025. Et c'est pareil, les grands acteurs mondiaux seront définitivement connus en 2025. Là, le combat est entre la Chine et les États-Unis. On va le voir. Voilà, par exemple, les investissements dans les startups d'IA. Je ne vous donne pas tous les détails. Simplement, regardez deux chiffres. 70 milliards en 2020, en dollars, et 80% Chine-États-Unis. On retrouve le même combat. Et les États-Unis ayant eu pendant 4 ans un président très innovant, très technophile, vous savez, le président qui savait faire une chose, envoyer des tweets avec un smartphone. On n'a jamais vu une photo de Trump avec un PC. Jamais vu, ça n'a pas existé. Bon. Eh bien, un président comme ça, pour faire bouger un pays, c'est pas bon. Et donc, tous les Américains sont persuadés qu'en 2025, les Chinois les auront dépassés en termes d'intelligence artificielle. C'est un combat mondial. Voilà, c'est le même combat qu'il y a eu dans le cloud. Voilà les deux combats. Bon. Alors, ça c'est pour la technologie. Donc, les jeux sont faits. Perdez pas de temps. L'offre est là, passez à autre chose. On va utiliser ce qui est disponible. Et c'est une très bonne nouvelle, surtout pour les petites, les moyennes ou les grandes organisations africaines. Alors, comment on met ça en œuvre dans l'entreprise? C'est votre métier de DSI au sens noble du terme. Ce que je vous propose très vite, c'est de vous proposer un modèle d'analyse que j'ai imaginé, qui est une innovation Louis Nogès, soyons clairs, que j'ai appelé le modèle BISD. Et qui fonctionne très bien, hein, je l'utilise dans quelques entreprises innovantes.
I, ce sont les infrastructures. Je vais présenter les 4. S, ce qu'on appelle les usages supports. C'est quoi un usage support? C'est une fonction universelle qu'on trouve aussi bien dans une banque que dans une société pétrolière ou dans une société de phosphate. Comptabilité, gestion RH, budget, vous voyez, toutes les fonctions transverses. B sont les fonctions cœur métier, en anglais business, okay, spécifiques. Voilà. Le co-auteur de mon livre, dont on a parlé tout à l'heure gentiment, dirigeant acteur de la transformation numérique, s'appelle Dominique Maucly. C'est le PDG d'une entreprise française qui s'appelle Terega, qui fait du transport de gaz. Le stockage de gaz. Il y a 2 sociétés en France qui le font, Terega et GRT Gaz. Il n'y aura pas de logiciel pour ça. Donc là, il faut faire du développement. On fera du pass. OK, on verra après. Et puis les données, c'est la 4e brique que j'ai rajoutée. Voilà, il faut les 4 briques. Et vous pouvez tous et toutes construire votre système d'information sur ces 4 briques. Alors comment on le fait en 2022? C'est relativement simple. Pour les infrastructures, IaaS ou IaaS, on vient d'en parler. Pour les fonctions support, c'est une très très bonne nouvelle. Tout est disponible en SaaS. Vous n'avez pas le droit en tant que DSI de passer 1 heure à penser à développer une application support. Vous entendez le mot support, finance, RH, SaaS ou SaaS. Rappelez-vous, 50 000 solutions. Pour les fonctions cœur métier, on fera soit du PaaS, soit on commence à trouver des applications SaaS verticalisées, par exemple dans le domaine de la santé ou autre, où certains éditeurs logiciels ont décidé de développer une application pour un secteur. Voilà, voilà l'offre. Et pour la donnée, c'est pareil, il y a des logiciels de données as a service. Tout ça, c'est sur le cloud public. Donc, voilà, comment on peut mettre en œuvre techniquement son système d'information, c'est avec cette approche BISD, et ça fonctionne dans tous les métiers. Donc, ça peut vous aider, je pense, à architecturer. Le plus important métier d'une DSI dans les prochaines années, c'est l'architecte, qui va être capable de gérer des composants. Cette démarche par composant est une démarche essentielle. Je terminerai en vous demandant d'éliminer 2 mots de votre vocabulaire qui existaient dans les années 90. Vous en souvenez peut-être, ERP, ça vous dit quelque chose? ERP, caput. Intégrer, c'est pareil, dehors. Dans le monde industriel, on travaille avec des composants. Et dans le système d'information, on travaille pareil avec des composants. Et quand on fait une voiture, on a Michelin qui fabrique des pneumatiques, Saint-Gobain des pare-brises, Forestia des sièges, Valeo des essuie-glaces. Et si demain Michelin vient vous dire « je vais vous fabriquer des pare-brises », vous lui direz « occupe-toi de tes pneus ». Il y a en informatique des personnes qui ont l'outrecuidance de venir vous voir en disant « je sais tout faire ». Le CRM, le RH, finance, compta, etc. Quand quelqu'un veut vous voir de ça, vous lui dites « dehors, menteur ». Ça n'existe pas. On ne peut pas être bon en tout. Ça n'existe plus. Voilà. Bon. Alors, ceci étant réglé, ça ne veut pas dire que votre métier pour autant est simple. Je vous propose donc de passer un peu plus de temps sur les 8 questions clés qui me paraissent importantes pour vous pour 2022, pas pour 2025, 2022. Et ces 8 questions, je vais bien réfléchir pour essayer de les choisir pour vous. Je ne vais pas vous donner les réponses, je vais poser les questions. Parce que les questions sont complexes et chacun d'entre vous doit y répondre dans son contexte. Première, on va aller voir les 8 de la liste et puis je vais les présenter une par une. À quel client vous vous adressez? Comment gérer ces données? Comment gérer les ressources humaines d'une DSI? Point 3. Comment gérer la frugalité numérique, c'est-à-dire l'impact sur le climat? Les dimensions financières qui sont importantes évidemment, la sécurité qu'on a évoquée, la confidentialité des données. Sur ces 8 sujets, il y a beaucoup de travail à faire. Et c'est là-dessus qu'il faut que vous centriez vos actions. Alors, quel client? Vous avez votre système d'information, peu importe, SAP, Salesforce, peu importe les produits. C'est très intéressant quand on fait un peu l'histoire de l'informatique. J'en ai quand même connu pas mal des débuts. Okay, il y a 4 familles de clients. On a tous commencé par ce que j'appelle les cols blancs. Première étape. La paye, la compta, la gestion des ressources humaines, vous voyez, les activités col blanc. Et c'est encore dominant. Ensuite, on s'est intéressé au B2B, vers les entreprises pour faire des échanges avec les entreprises, avec ses banques, ses partenaires, ses fournisseurs. L'enquête qu'on a vue ce matin aussi expliquait que le B2C, vers les clients externes, n'est pas encore aussi répandu qu'on l'aimerait. Donc ça, c'est les 3 clients actuels que vous avez.
col blanc, B2B, B2C. Je vous propose une quatrième famille de clients qui a été totalement ignorée jusqu'à présent et sur lequel je travaille beaucoup, qu'on appelle les équipements frontline, terrain. Les collaborateurs du terrain. Et c'est là-dessus que je voudrais vous alerter sur des potentiels immédiats pour 2022. Quelques chiffres. La population des travailleurs dans le monde entier, et c'est encore plus vrai en Afrique, 20% de col blanc, 80% de frontline. C'est quoi le frontline? Agriculture, transport, logistique, restauration, construction. Vous voyez, les gens du terrain, quoi. Ceux qui, après le Covid, on s'est aperçu qu'ils étaient importants. Les gens dans les bureaux, ils travaillent ou pas, ça ne changeait pas grand-chose. Si on n'avait pas de gens pour vous livrer votre produit alimentaire, ça c'était important. S'il n'y avait pas un infirmier pour vous soigner, c'était important. Et la Covid a permis de redécouvrir l'importance du travail du terrain. Sauf que, jusqu'à présent, dans le monde entier, on n'a pas investi pour eux. 80% des budgets IT sont faits pour le col blanc, 20% pour le terrain. Chiffre de Gartner 2020, très récent. Vous faites un ratio compliqué. Pour 1 euro, 1 dinar, 1 dirham, ce que vous voudrez investir sur le terrain, 16 dans les cols blancs. 1 à 16. Il faut que ce ratio change. Vous ne pouvez pas ignorer les personnes les plus importantes, le terrain. Il y a des solutions pour eux. Objet d'accès. Dans les bureaux, on a la place de mettre un PC avec un clavier, une souris, etc. Bon. Sur le terrain, non. Vous ne verrez jamais un bonhomme de chantier avec un PC. Il aura quoi? Un smartphone. Et pour interface, le texte, c'est la base de notre travail de col blanc. Je suis col blanc, vous êtes col blanc. Texte au sens large, texte, tableur, présentation et autres. Là où nous avons innové, c'est qu'on est persuadé maintenant que l'interface dominante pour le terrain, c'est l'image. 99% des collaborateurs sur le terrain savent utiliser un smartphone et faire des photos avec. Donc c'est ça la source de l'innovation. Vous n'allez pas leur envoyer un PC et leur faire remplir un formulaire. Et je vais dire des choses très clairement, c'est vrai aussi bien en France que dans vos pays, il y a sur le marché énormément de personnes illettrées ou peu à l'aise avec le texte, pour dire les choses gentiment. Et bien, ces personnes sont capables de faire une photo. Et on peut rajouter ce qu'on fait avec notre solution, un commentaire vocal. Et j'insiste sur la dimension humaine que je trouve remarquable, faire ouvrir au frontline le monde du numérique. 80% d'exclus du numérique qu'on va pouvoir enfin équiper. C'est humainement fascinant ce qu'on peut faire, passionnant, et ça fonctionne très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de l'informatique par rapport à ça? L'informatique a commencé vers les années 1960, pour simplifier. Et puis, comme on l'a vu ce matin, vous avez vu les courbes exponentielles. Oui, c'est exponentiel. L'innovation s'améliore très vite. Ça a commencé très bas, mais ça continue à grimper très vite. Et donc, pour les cols blancs, on peut dire que vers 2015, l'offre a dépassé la demande. Voilà. À peu près depuis 2015, voilà. Les produits sont largement surdimensionnés par l'immense majorité des collaborateurs col blanc. Par contre, comme on avait oublié les frontlines, nous sommes en 2020-2021, la bonne nouvelle, c'est que l'offre, elle est déjà très très en avance sur ce qu'on peut faire. Et donc, vous avez la possibilité en 2022, avec l'offre existante, de faire des choses immédiates pour les frontlines tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre. Voilà. L'offre est déjà là. Donc c'est un plus. Le fait qu'on ait perdu du temps, on va le positiver. Ça veut dire que vous pouvez passer à l'action tout de suite. Alors c'est une priorité à mon avis pour l'Afrique, encore plus que pour d'autres pays, parce qu'il y a énormément de frontline. Au Sénégal, c'est 60%, en Côte d'Ivoire, c'est même chose, 60% d'agriculteurs. Ce sont des personnes nobles qui font un travail essentiel. Et si on s'occupait un peu d'eux, c'est pas interdit. Bon. Alors, là, je vais prendre ma casquette 1 minute, 2 minutes d'éditeur de logiciels. Face à cette demande exceptionnelle, j'ai pris la décision avec des amis, avec une équipe, de créer une société de logiciels qui s'appelle WheezyVision et qui est dédiée aux frontlines. Donc, on s'occupe des frontlines. Ça s'appelle WheezyVision. Bon. On est construit sur Google Cloud. Évidemment, je suis cohérent avec mon discours, je prends un cloud. Pourquoi Google Cloud? Vous connaissez tous Google Photos, ce n'est pas le plus mauvais.
Donc on récupère toute la puissance de l'intelligence artificielle de Google sur le traitement des photos pour le porter dans le monde du professionnel. On ne va pas réinventer tout ça, ce sont des milliards de dollars d'investissement. On s'appuie dessus, on est intelligent. On a créé une base de données qu'on appelle DAC, Digital Asset Center, qui est une base de données de contenu multimédia. En fait, j'ai développé cette base au départ pour un de mes clients, Terega, dont je vous ai parlé, parce qu'il n'y avait rien sur le marché. Ça va vous surprendre, mais je suis obligé de vous dire, la seule base de données professionnelle de gestion de photos et d'images dans le cloud en 2021, c'est le DAC de Wheezy Vision. Il n'y a rien d'autre sur Amazon ou sur AWS. Il n'y en a pas. Tant mieux pour nous. Mais on l'a créé parce qu'un de nos clients l'avait demandé. Donc on a une vraie base de données au sens indépendante qu'on peut utiliser telle quelle. Ensuite, on a développé FrontSpace, qui est l'outil qui permet de dialoguer avec le frontline sur son smartphone, évidemment. On a rajouté une fonction d'intelligence artificielle qui s'appelle ML Studio. ML veut dire Machine Learning. Donc c'est l'apprentissage par intelligence artificielle, qu'on a développé dans un jargon qu'on appelle no-code, je pense que ça vous parle. Ça veut dire que l'apprentissage de reconnaissance d'un objet spécifique, je sais pas, d'un tracteur, d'une moissonneuse-batteuse ou autre, se fait par les personnes du terrain. Elles ont justement à faire une photo et dire c'est un tracteur. On fait 50, 100 photos et on arrive à reconnaître un objet spécifique. En no-code, c'est-à-dire directement par les personnes du terrain et non pas par des gens au siège. Voilà. Et comme évidemment vous êtes dans un monde qui existe, on n'a pas créé ça dans un espace fermé, on est ouvert par API vers les solutions existantes. Ce qui permet d'amener la photo dans les deux sens. De photos prises par l'opérateur vers le système ou vice-versa. Et juste pour vous donner un autre exemple, dans le retour, vous avez besoin de faire la maintenance d'un compresseur électrique dans une centrale thermique. Okay, le frontline fait une photo. On reconnaît le modèle, soit parce qu'il y a un numéro, soit parce qu'on a reconnu l'objet, et on va envoyer sur le smartphone de l'opérateur, ou sur la tablette, smartphone, tablette, selon les cas, les dernières maintenances, le contenu, le plan d'action, le mode, enfin tout ce qu'il faut, les numéros des pièces détachées. Donc ça marche dans les deux sens, et avec cette approche ici, et très honnêtement, encore une fois, je le dis en toute raisonnable modestie, ce sont deux premières mondiales. Ce qui veut dire au passage qu'une start-up de taille moyenne comme la nôtre, on est 35 personnes, permet de se développer des produits qui n'existent pas. Et au lieu de réinventer le 46e CRM ou que sais-je, autant faire des choses innovantes. C'est ce que nous avons fait. Voilà. Bon. Je ferme la parenthèse sur ce qu'on fait dans ce domaine. Bon. Résumons, si vous voulez. Donc, je suis à l'origine, dans ma toute première carrière, du mot bureautique. Voilà. J'ai créé le mot bureautique. Quand je travaillais aux États-Unis, on parlait de Office Automation. Je trouvais ça assez moche. J'ai créé le mot bureautique. Bon, qui a réussi, bon, tant mieux, ça fait plaisir. Tout le monde n'a pas créé un mot qui est utilisé dans la langue quotidienne. Mais bon, je l'ai fait. Bon. Je vous propose un deuxième mot maintenant qui s'appelle frontique. C'est la bureautique du frontline. Alors, est-ce que frontique aura le même succès que bureautique? On verra bien. Ça dépendra de vous. Okay. Je résume un peu la situation. C'est assez extraordinaire. Il y a 700 millions de cols blancs. Pour la partie bureautique, c'est connu. Il y a deux produits, Office 365, Google Workspace. Il n'y en a pas 36, il y en a deux. Bon. Eh bien, aujourd'hui, par rapport à mes 2700 millions, 2,5 milliards de personnes frontline, il n'y a rien. Donc, Microsoft n'a pas de solution. Et comme on est sur la plateforme de Google, on a créé un produit qui s'appelle FrontSpace, qui est orienté les outils universels du frontline. Voilà. OK. Ce serait quand même intéressant d'avoir 2 700 millions, 2700 millions de clients potentiels. C'est un petit marché. Raisonnable, d'accord? Bon. Je termine ma parenthèse. Okay, bon. Premier point. Deuxième point, très compliqué pour vous. La gestion des données. Vous avez votre infrastructure, vous avez des applicatifs. SAP, Oracle Application, Salesforce et autres. Aujourd'hui, ces applications font que les données sont prisonnières de l'application. Accéder à des données SAP dans SAP, c'est très compliqué, ça coûte très cher. Donc vous avez une priorité, c'est de créer une gestion des données indépendante des applications. Créer une double indépendance entre les applications et les données, et entre les données et les infrastructures. Ça commence à être jouable, c'est très compliqué, c'est une de vos priorités, créer des espaces de données qui vous appartiennent et qui ne sont pas dépendants des logiciels. On commence à y arriver, mais là c'est un chantier complexe, mais important. Point numéro 2. Point numéro 3, les ressources humaines dans une DSI. Ça, c'est un informaticien ancienne génération. Okay. Eh bien,
je vais dire, pour ne pas dire 100%, 99% des métiers des informaticiens vont changer. Oui, tous. Que ce soit infra, usage, développement, tout le monde. Bon. Qu'est-ce que c'est que le rôle d'un DSI ou d'une DSI dans le monde cloud et intelligence artificielle? Là aussi, vos métiers vont changer. Mais toujours dans ma logique d'optimisme, hein, les potentiels sont supérieurs aux risques. Donc vous avez 2, 3, 4 ans pour préparer vos collaborateurs, collaboratrices à ces changements et les amener vers des métiers beaucoup plus passionnants. J'ai fait ça chez Terega en 3 ans. Terega, c'est 1000 personnes, une DSI de 60 personnes. Quand vous posez la question aux collaborateurs de la DSI aujourd'hui, ils ont tous changé de métier, tous. Vous vouliez revenir en arrière, aucun vous dira « je reviens en arrière ». Zéro. Ça, c'est mon plus beau succès humain. Okay, bon. Autre sujet que vous devez aborder, parce que l'Afrique est en première ligne sur les dangers climatiques, ça devient un sujet prioritaire, ce qu'on appelle la frugalité numérique ou la sobriété numérique, c'est-à-dire mesurer les impacts climatiques du numérique. Alors on entend des discours catastrophiques sur le sujet, on dit n'importe quoi, c'est une vraie question auquel il faut apporter des réponses scientifiques. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Okay. Bon, ça devient prioritaire. Alors quels sont les éléments clés? Bon, les impacts des centres de calcul. Bon, par exemple, les centres de calcul de Google sont depuis 2017 100% alimentés en énergie renouvelable. Donc quand vous tournez sur Google, vous consommez moins de puissance de calcul parce qu'ils sont plus efficients et zéro carbone, ça vaut le coup. Le stockage, on s'aperçoit que ce n'est pas très important, mais il faut quand même s'en poser la question. L'objet d'accès, ça c'est un vrai sujet. Juste un exemple, smartphone, vous avez tous un smartphone. Supposons que vous gardiez votre smartphone 3 ans. Quelle est la consommation d'énergie qu'il faut pour le fabriquer en pourcentage par rapport à l'utiliser sur 3 ans? Vous avez une idée? Les 3/4 production. Donc quand on consomme un smartphone pendant 3 ans, 25% seulement de l'énergie, c'est pendant son usage. Donc plus on le garde, mieux ça vaut. Changer son smartphone tous les 2 ans, c'est une très mauvaise idée pour la planète et pour vos finances. Les réseaux, bah évidemment, il faut transporter. On s'aperçoit que les réseaux, c'est pareil, ça ne consomme pas trop, ça va, mais il faut se poser la question. Ce qui consomme, en fait, ce sont les usages. Ça, ce sont des infrastructures qui consomment de l'énergie. Mais si on n'a pas d'application qui tourne, ça ne tourne pas. Donc, c'est vos usages qui déclenchent des infrastructures qui consomment de l'énergie. Donc, c'est sur les usages qu'il faut travailler le plus. Donc là aussi, je vous pose des questions. Je ne vous donne pas les réponses, on n'a pas le temps. Et bien sûr, ça concerne les DSI, les dirigeants et les collaborateurs. On peut et on doit faire plus avec moins en numérique. Et chez Terega, encore une fois, on mesure ce genre de choses et l'impact carbonique de Terega aujourd'hui en 2021 est beaucoup plus petit que celui de 2017 avant qu'ils aient migré sur le cloud. Donc voilà un vrai sujet passionnant et encore une fois, l'Afrique est en première ligne sur ce sujet. Alors un exemple intéressant pour illustrer, quand vous travaillez maintenant avec Google, GCP, vous pouvez choisir la région où ça fonctionne. Vous savez qu'ils ont des ordinateurs dans le monde entier. Il y a 3 paramètres, vous voyez, le carbone, footprint, le prix et la latence. La latence, c'est le temps de transport. Donc là, j'ai fait un choix, vous voyez, vous mettez une petite barre, et ça me propose en premier États-Unis, Iowa, Montréal, Finlande. Au même moment, enfin, juste après, je change les paramètres, vous allez voir que je vais changer mes paramètres, vous voyez, et là, ça va me proposer toujours Iowa, mais ça devient Oregon et Montréal. Donc si vous êtes sur Google, vous pouvez, selon que vous êtes plus ou moins sensible au climat, aller tourner en Finlande, au Québec, selon les cas. Et ça change tous les jours, toutes les minutes. Mais c'est très intéressant comme concept, vous voyez. On vous met en responsabilité du sujet. Okay, bon. Dimension financière, c'est un vrai sujet, mais ce n'est pas le plus important. Le contrôle des coûts dans le IaaS, on va le voir 2-3 exemples. La gestion des budgets SaaS. Le cloud fantôme, c'est quoi un cloud fantôme? C'est ce qui est mis en place par les directions métiers sans en parler à leur DSI favorite. Et comme certains éditeurs SaaS vont aller voir le directeur commercial, dire, vous savez, j'ai un CRM génial, monsieur ou madame, vous voyez, il suffit d'un navigateur. Et en plus, on peut le mettre en œuvre sans en parler à votre DSI. Oh, génial! Il va dire non pour des problèmes de sécurité. On le met en œuvre et 6 mois après, le directeur du commerce va dire à le directeur de DSI, tiens, à propos, j'ai déployé un CRM. Bon, okay. Et puis, alors ça, c'est un vrai sujet, CAPEX, OPEX. Tout le monde, CAPEX, investissement, OPEX, fonctionnement. Tous les budgets informatiques modernes sont en OPEX, en variable.
et non pas en investissement. Par contre, financièrement parlant, souvent les directions financières préfèrent le CAPEX par rapport à l'OPEX. Et là, il y a un débat entre les financiers et les informaticiens. Il y a beaucoup de questions. Je vous pose des questions. Un exemple pour le IAS, une étude récente de 2020. En moyenne, 30% des entreprises dépensent trop. Elles surdimensionnent leurs serveurs. Bon, et bien si vous surdimensionnez, vous payez pour un serveur surdimensionné. Ça fait quand même 30% des dépenses en moyenne. Okay. Bon. Pour le SaaS, voilà le nombre, c'est une autre étude très récente de 2020. Dans les entreprises, vous voyez, de plus de 1000 personnes, il y a en moyenne 177 solutions SaaS. Plus l'entreprise est petite, moins il y en a. Et ce qui est très intéressant, c'est le deuxième graphique en fonction de l'ancienneté. Quand une entreprise démarre sur le SaaS, elle en met peu. Et comme ça fonctionne bien, plus elle avance dans le temps, vous voyez, il y a plus de 8 ans d'expérience dans le SaaS, on arrive à 145. Alors comment on gère 145, 150 applications SaaS? Là aussi, il faut apprendre à gérer ça. C'est un métier. Voilà, point pour la finance. Et il n'en reste plus que deux. Sécurité. Il y a plein d'acteurs de la sécurité, de cybersécurité là. Je vais en dire un mot quand même. La sécurité, alors la première bonne nouvelle, c'est que les clouds de Amazon, Google et autres sont les endroits les plus sûrs au monde pour sécuriser vos données et vos traitements. Voilà un tableau encore, c'est pas le Gartner, mais c'est Forrester qui fait la même chose, hein, sur, vous voyez, la sécurité, native sécurité des plateformes IaaS. Comme surprise, les trois premiers, c'est Google, Amazon et Microsoft. Et puis on trouve les autres loin derrière. Voilà. Donc ces plateformes, non seulement elles sont économiques, performantes, variables, mais sécurisées. Bonne nouvelle pour vous. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, il y a ce qu'on appelle la responsabilité partagée. Les acteurs du cloud sont responsables de ce qu'on appelle la sécurité du cloud. Serveur, réseau, ça y protège. Il y a en moyenne 2000 spécialistes sécurité chez Amazon, Google et Microsoft qui ne font que ça. Il y en a combien chez vous? OK? Bon. Par contre, votre métier, c'est la gestion de ce que vous faites avec le cloud. Et ça, ils n'ont rien à... C'est pas eux qui vont décider. Donc la sécurité du cloud, c'est eux. La sécurité de ce que vous en faites, c'est vous. Et là, il y a une expression dont on parle beaucoup. Il y a d'ailleurs plusieurs exposants remarquables qui s'en parlent ici, hein, pour gérer la confidentialité des données et ce qu'on appelle, si vous voulez, la démarche zéro trust. Zéro trust, ça veut dire qu'on fait confiance à rien. Hein. On va tout surveiller. Alors encore une fois, je ne vais pas faire un long cours là-dessus. Le principe de zéro trust, c'est qu'on va sécuriser, on va contrôler qui se connecte, on fait ce qu'on appelle authentification multiple, vérifier que le matériel est bien le bon et non pas été piraté, gérer les communications, isoler les applications, tracer les échanges. Donc la démarche Zero Trust est une démarche indispensable en complément de la démarche cloud. Et l'offre de solutions est remarquable. Et il y a plusieurs exposants qui parlent de Zero Trust ici. Voilà. Bon. Alors voilà un petit peu les thèmes sur lesquels vous devriez vous occuper. Je pense que je vous ai vous donner du travail pour les mois qui viennent, ça va? Hein? Vous avez de quoi faire pour les 12 mois qui viennent, c'est bon? Ok. Alors pour terminer, 2 slides, 2 ou 3, hein, le vrai danger, c'est ce que j'appelle l'alibi. Je me bats contre ça depuis 15 ans. Ah oui, monsieur, le cloud n'est pas sécurisé. Si, il l'est, mais non, c'est un alibi. La sécurité parfaite n'existe pas, mais la sécurité du cloud, c'est la moins mauvaise ou la meilleure. La confidentialité, c'est pareil. Hein. Donc, le tout, c'est pas de faire de ces défis, des alibis, mais de les prendre en considération et d'avancer quand même. Il ne s'agit pas de bloquer. Hein. La sécurité peut être un frein, ça peut être un... Il faut le prendre en compte, il ne faut pas que ça freine votre déploiement. Voilà. Donc c'est très facile de trouver des alibis pour ne pas y aller. Je vous déconseille fortement cette démarche. Voilà. OK. Donc c'est un message, je reviens sur le message à la première slide. Hein. Voilà, impossible. Hein. C'est une super nouvelle. Hein. Pour vous, tout est possible. Aujourd'hui. Hein. OK. Demain matin. Okay. Alors, pour continuer, vous l'aviez évoqué, donc je rappelle que j'ai écrit ce livre, je vais juste le citer, voilà. Hein. Bon. C'est le premier livre sur le numérique qui a été écrit par un professionnel du numérique et par un directeur général qui s'appelle Dominique Maucly. Voilà. Alors, mon cœur de métier, vous l'avez compris, c'est d'accompagner les DSI courageux, c'est le mot-clé, le courage. Parce que pour faire ça, il faut beaucoup de courage. Hein. Affronter les blocages, affronter les défis, affronter les résistances. Et un DSI, la principale caractéristique d'un DSI, c'est le courage de passer à l'action. Voilà. Merci pour votre temps. Et s'il y a un peu de minutes, je peux prendre quelques questions. Grand merci à tous et à toutes. Merci.
Beaucoup, Monsieur Nogès, pour cette magnifique présentation. Donc maintenant, ça va être à l'audience d'interagir. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Vous pouvez apporter le micro. On a une question par là. Bonjour Monsieur Nogès. Donc Fathi Benasser, je suis RSSI à la CNCFT. Je voulais faire une remarque par rapport à ce que vous avez dit. Si, par analogie, on fait le même discours que vous faites aujourd'hui, si on avait fait ce discours-là il y a 40 ans à peu près de l'aéronautique, nous n'aurions pas Airbus. Donc ça, c'est un point. Pour le cloud, ce que vous appelez le cloud national ou le cloud souverain, je suis pour ce type de cloud. Il ne s'agit pas de concurrencer, à mon avis, à mon âme l'avis, il ne s'agit pas de concurrencer les grands leaders, mais si vous regardez un peu les sociétés en Tunisie, et j'imagine que c'est aussi le cas en Afrique, vous avez beaucoup de sociétés qui essaient de faire leur propre data center, leur propre cloud, qui essaient de monter un cloud interne, et qui dépensent énormément en hardware et donc en quincaillerie, au lieu de s'occuper du métier. Donc le fait de faire des clouds nationaux, à mon avis, ça permettra de consolider les ressources et aussi faire des économies de budget, et que ces sociétés-là s'occupent du métier et non pas de la gestion du cloud. Donc ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une... Je comprends votre question. Permettez-moi d'avoir une réponse franche. En 2012, la France est lancée sur des clouds souverains qui s'appelaient Cloud Watt Numergy. 500 millions d'investissements de la Caisse des dépôts. 3 ans après, faillite, on arrête. Bon. La bonne démarche aujourd'hui, elle existe. Je vais prendre 2 pays, la France et Monaco. Monaco, vous connaissez, c'est un territoire de 2 km², avec des gens qui ont un peu d'argent, hein, voilà, et qui est très soucieux de la souveraineté des données. Ils ont eu une démarche exceptionnelle, ça y est, c'est opérationnel en ce moment. Ils ont signé un accord avec AWS pour installer ce que Amazon appelle un outpost, c'est-à-dire un morceau d'Amazon sur le territoire monégasque. Donc l'infrastructure physique est gérée par AWS et toute la puissance d'AWS, simplement ça appartient au gouvernement monégasque et c'est sur le territoire monégasque. Et donc c'est tous les avantages d'Amazon avec la nationalité. En France, il y a un accord qui a été annoncé la semaine dernière, c'est pas vieux, Thales Google, même principe. Google va ouvrir un centre de calcul en France en 2022 et une partie de ce centre de calcul appartiendra à Thales. Thales, société française, célèbre pour la sécurité. Et donc, pour le secteur public français qui souhaite extraterritorialité et autres se gérer, cette solution fonctionne bien. Donc, si vous voulez monter un cloud souverain en Tunisie, au Mali, au Gabon, au Sénégal, signez un accord Amazon, Google, Microsoft ou Alibaba. Il n'y a pas d'alternative. Autrement, vous aurez un truc nul qui ne va jamais marcher. Et ça a été fait à Monaco, ça a été fait en France, ça y est, c'est fait en maintenant. On appelle ça pas cloud souverain, on appelle ça cloud de confiance. Et je pense que cette démarche a beaucoup de sens dans les pays africains d'installer un centre de calcul. Alors vous en choisissez un, Google, Amazon, Azure, peu importe, ils sont tous bons. Hein, et vous l'installez, la technique est la même que ce qu'il y a en principal, sauf que c'est chez vous, dans votre territoire. Physiquement, il y a une société juridique de droit gabonais ou autre qui gère le centre de calcul. Donc l'extraterritorialité ne fonctionne pas. La grande peur, qui n'a aucun sens, mais qui existe, du fameux cloud data et autres, disparaît et on peut avancer. Oui, c'est jouable, c'est fait en France, c'est fait à Monaco et dans d'autres pays. Voilà. C'est la réponse aujourd'hui. Okay. Opérationnelle. Ok, merci beaucoup, Monsieur Nogès. Est-ce qu'il y aurait une autre contribution, une autre question? Ah, par là, ok. Alors, bonjour et puis merci bonjour. Beaucoup pour la présentation. C'était très intéressant. Merci. Je vous félicite surtout parce que vous avez parlé de Frontic, donc la partie qui est négligée, les hommes de terrain, c'est vrai. Mais je pense qu'aussi il y a une autre partie qui manque, en mon sens, c'est les dirigeants. On a beaucoup parlé depuis ce matin de la résistance au changement et monsieur le ministre qui est passé ce matin a reconnu que même au niveau du gouvernement tunisien, il y a problème. Et je pense que vous, en tant que chercheur, en tant que professionnel, il faut réfléchir sur cette partie-là. Peut-être vous allez appeler ça patronique ou décitique,
je ne sais pas moi, quelque chose comme ça. Mais cette partie-là, c'est une partie qui pose vraiment problème pour pouvoir faire la révolution. Voilà. D'ailleurs, on est au pays de la révolution, ça tombe bien. Tout à fait, merci de beaucoup. votre question. Je rappelle que j'ai écrit ce livre avec un dirigeant. Et si les dirigeants et les DSI ne travaillent pas ensemble pour la transformation numérique, il ne se passe rien. Au premier grain de sable, ça s'arrête. Donc, ce livre dont je vous ai parlé, il est écrit pour les dirigeants. Il n'y a pas seulement... Moi, j'anime beaucoup de séminaires, beaucoup de conférences pour les dirigeants. Et effectivement, en Afrique, il faut que le gouvernement... Ça peut être une cause d'intérêt national. Le numérique pour la Tunisie, le numérique pour le Gabon, le numérique pour le Mali, ça vient du gouvernement et non pas d'un sous-secrétaire d'État. Ça vient du Premier ministre ou du Président. Et en 5 ans, je vous promets, je suis capable de prendre n'importe lequel de vos pays et de l'amener au meilleur niveau numérique en 5 ans si vous me donnez le pouvoir et surtout le soutien d'un président et d'un DSI. Avec ça, je fais des miracles, je vous le promets. Merci beaucoup, Monsieur Nougès. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, dans le fond. Bonjour, Monsieur Luis, et merci pour la présentation. J'ai une question par rapport à votre position pour encourager, si vous voulez, la rouée vers les clouds. Oui. En fait, quelle est votre position par rapport à la loi du Patriot Act ou Cloud Act? Est-elle vraiment, met-elle en danger la loi RGPD européenne? Bon. Alors, merci. Je vais quand même. Cloud Act. Cloud Act n'a rien à voir avec le cloud. Cloud, c'est un acronyme. Clarification of Useful Usage of Data. C'est un très mauvais acronyme, je vous l'accorde. Mais tous les anti-cloud, et il y en a beaucoup, dans les DSI, dans les DG, chez les fournisseurs, ont sauté là-dessus. Génial, le Cloud Act. Ça n'a rien à voir avec le cloud. C'est une clarification des règles de gestion des données internationales. C'est tout. Alors après ça, il y a le grand méchant NSA qui va lire vos trucs. Bon, évidemment qu'ils peuvent lire. Hein, bon, hein. Tout le monde espionne tout le monde. Les Américains espionnent tout le monde, les Français pareil. Et les Français avaient livré des outils d'espionnage extrêmement sophistiqués à votre voisin du Sud, qui a eu une fin rapide il y a 10 ans, que vous connaissez tous. Okay, bon, donc voilà. Donc, il n'y a pas que les Américains. Les Chinois espionnent, les Russes espionnent, les Coréens espionnent, les Tunisiens espionnent, tout le monde espionne tout le monde. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Donc, le problème n'est pas les Américains. Les Américains, ils ont autre chose à faire que de s'occuper des messageries de Louis Nogès ou d'un collaborateur tunisien. Ce n'est pas leur cœur de sujet. Donc, ce sont des alibis, tout ça, et je suis vraiment très fort là-dessus. Je vais donner juste un dernier exemple concret. 100% des données, 100% que vous stockez sur GCP, Azure ou Amazon sont chiffrées avec une clé AES 256. C'est pas mal comme clé. Je vous renvoie la question. Quel est le pourcentage dans vos centres de calcul actuels de données qui sont chiffrés? C'est probablement 0%. Et vous avez 0% de données chiffrées dans un centre de calcul passoire parce que vous n'avez pas les moyens de les protéger. Et quand vous les mettez sur Google, vous avez 100% des données chiffrées dans un bunker que personne ne peut pénétrer. Voilà le choix. Là, il n'y a pas photo. Hein. Ça fait 15 ans que c'est comme ça. OK. OK, merci beaucoup. Donc, je voulais on va prendre juste une dernière question. Monsieur, alors, oui, monsieur Mamadou Diallo et monsieur... vous avez, oui. Et puis donc, après, vous prendrez la parole. Oui, donc j'ai une question pour monsieur Luis. Donc, merci beaucoup, monsieur Luis, pour la présentation. Vraiment, c'est intéressante. Tout à l'heure, j'ai capté 2 mots que vous avez dit. Courage pour les DSI. Oui. Donc, les DSI, pour qu'elles soient courageuses, il faut une certaine liberté. Vous savez qu'aujourd'hui, l'empêchement que les DSI ne sont pas courageux, il est une position avant tout économique et politique, mais le plus important, c'est réglementaire. Le cas de Maroc, par exemple, sur notre stratégie, lorsqu'on dit dans l'article 15 que les données sensibles doivent rester sur le territoire marocain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas question que ces données-là soient hébergées à l'extérieur. Et c'est ça, c'est un problème. Vous avez tout à l'heure parlé sur les contrats Amazon, Microsoft et tous ces grands fournisseurs-là. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à maintenant,
ils n'ont pas mis en action un certain contrat de confidentialité sur la protection des données à caractère personnel avec les autorités à l'échelle internationale. Et est-ce que c'est un problème politique ou bien c'est un problème qui empêche actuellement chaque décideur de ne pas réagir parce que derrière ça, il y a une réglementation, il y a tout un risque. Et comme ça, le DSI, il se met en risque. Alors, qui va prendre la responsabilité sur le DSI? Malheureusement, personne. Merci. Alors, ouais. Merci. Alors, vous posez des questions graves auxquelles je n'ai pas toutes les réponses. Le problème législatif, ça a été évoqué ce matin. Par rapport à l'innovation, les individus, chez eux, bougent vite, les entreprises moins vite, les gouvernements encore moins vite et les lois encore pire. Si un pays a une loi qui exige que les données sensibles soient stockées sur le territoire, il faut changer la loi. Elle n'a aucun sens. Et je vais dire, en France, il y a en France un organisme qui s'appelle la DINUM, Direction du numérique pour le gouvernement français, qui vient publier une note de 2 pages dont j'ai fait un commentaire incendiaire sur mon blog. Je vous livre une des phrases. Les messageries des salariés et des collaborateurs du secteur public français sont des données sensibles. Ah, ben non. Et en plus, quand vous envoyez un message, il ne reste pas au ministère, il sort de temps en temps. Donc, c'est nul. D'ailleurs, personne ne va respecter, parce que ce n'est pas respectable, c'est réglé. Et je vais donner, et puis je termine là-dessus, un exemple très célèbre, anglais. Au début du siècle dernier, vers le 1920, sont arrivées les premières voitures. Vous savez, les voitures à moteur. Bon. Il y a une loi célébrissime qu'on appelle Red Flag, drapeau rouge, votée par le Parlement britannique. Tout véhicule à moteur, engin dangereux, doit être précédé d'un piéton qui porte un drapeau rouge, qui marche devant pour dire ce qui suit est dangereux. Pour le succès de l'automobile, top. Eh bien, si on veut faire la même chose dans le numérique, on fait des lois de drapeau rouge. C'est le meilleur moyen de tuer un pays au point de vue compétitivité. Voilà. Ok, merci Monsieur Nogel. Je vais juste donner la parole en dernier à Monsieur Mohamed Diallo, directeur de CIO. C'est la dernière. C'est la dernière. Je reste avec vous jusqu'à contribution, dimanche. questions et réponses. Monsieur Nogel, vous allez le voir dans les couloirs, vous allez pouvoir échanger avec lui sans problème. Là, c'est notre dernier commentaire. Bon, c'est plutôt une question. Une question. Vous avez abordé rapidement le cloud de confiance tout à l'heure. Et quand on voit ce qui se passe en Europe avec Gaxia, qui est un consortium franco-allemand, pour rétablir le cloud de confiance, donc on se dirait donc, dans la bataille du cloud, avec les mastodontes, la Chine, l'Europe, et maintenant l'Europe, l'Afrique serait le seul continent à ne pas avoir de cloud. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est viable pour l'Afrique, quand on parle de souveraineté numérique, on voit la multiplication des data centers tier 3 qui se multiplient dans les pays? Est-ce qu'on va vers ce cloud de confiance pour établir un cloud souverain côté africain? Alors, bon, il y a beaucoup de questions dans ta question. Okay. Construire des data centers de niveau qu'on appelle tier 3, tier 4, Google, Amazon savent faire. Bon, ok, bon, tout le monde sait faire. Ça, c'est bon. Ça, c'est la sécurité physique. Pas de souci. Bon. Maintenant, rappelez-vous la liste des services. C'est ça les questions clés. Voilà. Et ce que a signé Google avec Thales en France, ils l'ont signé avec Deutsche Telekom en Allemagne. Et vous savez, nos amis allemands, la sécurité des données, c'est encore pire qu'en France. Eh bien, ils ont fini par comprendre qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Il vaut mieux s'associer avec eux et avancer plutôt que de faire une bataille perdue d'avance. Et si on se lance dans une bataille perdue d'avance d'un cloud national souverain, nanana, on va faire un truc nul qui va coûter des fortunes, qui ne sera pas opérationnel avant 2028 et qui servira à rien, qui va faire que l'économie de votre pays va disparaître parce que vous ne serez pas compétitif au point de vue numérique. Il n'y a pas c'est plus le moment, c'est trop tard. Voilà. Passer sur une logique type cloud de confiance, ça c'est une approche pragmatique que vous pouvez régler. Et juste une dernière remarque sur mes amis du Maroc. Ça fait 3 ans que je discute avec le Maroc sans succès. Je leur ai proposé un projet que je trouve intéressant. Le Maroc est quand même un des pays de l'Afrique du Nord le plus grand au point de vue taille, etc. Donc, voilà. Le Maroc lance un appel d'offres. Amazon, Google, Azure et autres Alibaba. Le premier qui installe un cloud sur mon territoire, dans l'Afrique nord du Sahara, gagne la bataille. Ces acteurs sont très peu présents en Afrique, ça y est, ils commencent à s'installer en Afrique du Sud. Il n'y a personne en Afrique nord.
On n'a pas la place d'en mettre 50 pays. Donc le premier pays qui le fait gagne. Et à ce moment-là, si on en met un, c'est gagné. Mais c'est facile, il faut 2 ans pour ça. Hein. Ça fait 3 ans que je leur explique. Je suis allé à Rabat, j'ai discuté avec des politiques, etc. Alors, il y a un nouveau gouvernement qui vient d'arriver au Maroc. Peut-être qu'il m'écoutera, j'en sais rien, mais on verra bien. Mais s'ils ne veulent pas m'écouter, tant pis. Quoi. Voilà. Je connais la réponse, je sais la solution. Voilà. Merci encore à tous. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez applaudir pour Monsieur Louis Nogès, s'il vous plaît.